refait le Mac, le podcast chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitleMac.com le débat high-tech numéro 1 en France. Cette semaine, nous allons revenir sur la mise à jour d'iOS. iOS 6, tous les détails, c'est dans le sommaire. Cette semaine, la fine équipe d'On refait le Mac revient sur iOS 6. La mise à jour du système d'exploitation mobile d'Apple apporte son lot non négligeable de nouvelles fonctionnalités, mais aussi de mauvaises surprises. À commencer par Apple Maps, le logiciel de cartographie de Cupertino est loin d'égaler l'ancienne version signée de Google. Alors, comment expliquer ces bugs au démarrage? Quid d'iOS 6 sur des anciens iPhones? Et quelles sont les fonctions manquantes? On refait le Mac, épisode 112, notre avis sur iOS 6. Avec comme chroniqueur cette semaine Cédric Ingrand de la chaîne Info. Bonjour Cédric. Bonjour Olivier, comment ça va? Moi ça va très bien. Formidable, je suis à Paris cette semaine. Je vois, en plus il fait jour, on enregistre de jour, c'est tellement rare pour... Là c'est un jour artificiel, nous sommes à la télévision, tout ça. Oui, mais on va quand même derrière moi. Autre chroniqueuse régulière maintenant dans On fait le Mac, c'est Fanny Bouton de fannysparty.com. J'ai toujours du mal Fanny avec ça. Ça va bien grave. Fanny? Tu vas y arriver, ça va très bien. Bon, vous avez remarqué que... Non, je dirais rien sur son décolleté non, ce soir parce qu'on me l'a suffisamment reproché dans les autres émissions. Autre pilier reproché, tu vas fort. Bah oui, autre pilier de cette émission. Remercier. Puisqu'il a pris la parole, c'est bien entendu Rodrigo Sepúlveda-Schulz, investisseur, podcasteur et entrepreneur. Bonjour Rodrigo. Et consultant, tiens, à ces Ça y est. heures. Ah, ouais. Il paraît que le CAC 40 a besoin parfois de mes talents. Ouais. Et modeste. Et modeste. Toujours aussi modeste, ouais, c'est ce que j'allais dire. Et question modeste. Mais parfois je donne un coup de main à des gens à réfléchir un petit peu sur l'internet, les business models et ce qu'ils peuvent faire aussi. Donc si vous avez besoin de Rodrigo, @Rodrigo sur Twitter. Et en plus, ça lui évite d'avoir à trouver un vrai travail, donc c'est très... Oui. Bon, tout le monde s'y retrouve. Et puis ça coûte une misère, hein. Il fait des tarifs d'amis, allez-y. Moi, je vous dis même pas. Et vous savez pas combien il nous facture déjà ce soir, c'est une horreur. Et dernier chroniqueur qui lui est beaucoup plus discret que Rodrigo, c'est bien sûr Monsieur X, parce qu'il est crypté, hein, cet ancien responsable d'Apple qui avance visage masqué. Bonjour Monsieur X. Bonsoir Olivier, je suis crypté mais en fait je suis tout vert ce soir. Je crois que je suis le seul avec Fanny et encore je suis même pas sûr à avoir voté pour l'achat de l'iPhone 5 au dernier épisode. Ouais. Et grand mal m'a pris parce que je l'ai commandé non pas le 14 mais le week-end suivant, donc 48 heures après, et je l'ai toujours pas reçu. Mon iPhone 5 64 Go noir est en rupture de stock, donc je suis un peu au bout du rouleau. C'est vraiment Cédric. Non. Je te passe, je te passe mon 4S si tu veux. Oh là. Donc voilà, je suis de mauvaise humeur. Alors, puisque tu parles de l'iPhone, on va dire un petit mot en préambule de cette émission. On va parler notamment des chiffres de vente de l'iPhone 5 qui sont tombés. Près de 5 millions d'iPhone ont été vendus en un seul week-end dans le monde. Ce serait 25% de plus, non, c'est pas ça serait, c'est 25% de plus que lors du lancement de l'iPhone 4S. Des chiffres qui ont pourtant déçu notamment les analystes financiers tels que ceux de Jen Munster, tablant notamment sur un ratio beaucoup plus important entre 6 à 10 millions. Alors, je me tourne vers Monsieur X ou vers Rodrigo, je vais y arriver. Peut-on aujourd'hui véritablement pré-produire autant de téléphones comme ça avant un lancement, produire près de 10 millions à l'avance? Et est-ce qu'il y a vraiment une entreprise qui est apte à répondre à une telle demande aujourd'hui? Et est-ce que vous êtes, à votre avis, déçu de ce chiffre? Peut-être Monsieur X pour commencer, et après Rodrigo. Écoute, très sincèrement, je ne sais pas répondre à cette question, donc on va faire une réponse collective. Moi, le seul élément que je peux apporter au débat, bien que mon cas particulier ne soit peut-être pas représentatif, c'est que j'ai passé une commande d'iPhone 5 assez rapidement, et je ne l'ai pas, il est en rupture de stock, et j'ai pas de date pour la relivraison. Donc je pense que les chiffres de vente qu'on a d'Apple aujourd'hui, il faut leur donner un petit peu de temps et pas regarder seulement sur 2 jours ou 5 jours, mais regarder peut-être sur 1 mois quand la fourniture d'iPhone 5 sera fluide et qu'ils n'auront plus de rupture de stock, ce qui malheureusement est le cas aujourd'hui. Maintenant, si on regarde effectivement les premiers jours, c'est bien, mais c'est moins bien qu'attendu. Maintenant, est-ce qu'on n'attend pas trop d'Apple ?
Ouais, il n'y a plus la concurrence, c'est un peu exacerbé. Rodrigo, est-ce qu'aujourd'hui, il y a on parle de plus de l'outil industriel d'Apple. Est-ce qu'une entreprise pourrait répondre à une demande de 6 à 10 millions de téléphones comme ça, sur un nouveau modèle, sur des chaînes de production? On sait qu'Apple a du mal déjà avec 5 millions, alors 10 millions. Est-ce que c'est vraiment des chiffres crédibles selon toi, d'après ton expérience, en tant que business angel, en tant qu'entrepreneur? Mon expérience est absolument incomparable à celle que peut avoir Apple chez eux. C'est la seule boîte au monde à faire ça aussi vite, aussi bien. Je crois que c'était 17 millions le nombre de téléphones qu'ils ont vendus sur le dernier quarter, si j'ai bien regardé les chiffres de Tim Cook. Un 4S, oui. Je me dis qu'Apple a des métriques en interne, ils savent, ils savent combien ils ont vendu de téléphones sur chacune des gammes, par pays, par créneau de lancement, et là-dessus, ils doivent pouvoir faire des modélisations mathématiques pour estimer une demande. Tu vois, c'est pas par hasard qu'ils ouvrent, je crois que c'est 8 pays ou 9 pays une semaine, et puis ils en rajoutent une vingtaine. 9 pays pour le 5. Voilà, une semaine après. À partir de ça, quand ils peuvent estimer une demande, une courbe de demande, ils doivent sourcer à la fois la capacité de production, et on sait que Apple est très fort pour créer des chaînes de production et les anticiper, mais également les composants. Et on avait abordé une fois des pénuries de composants à la fois peut-être sur les écrans, sur les mémoires. Donc en fait, il y a toute la chaîne à prendre en compte. Et c'est pas seulement la demande, mais je pense qu'Apple a en interne, en tout cas, tous les chiffres qui permettent d'estimer cela très très bien, ou en tout cas très très proche. Non, mais la raison pour laquelle on dit que c'est décevant, ou pour lesquelles certains analystes comme Gene Munster disent c'est décevant, c'est qu'eux avaient annoncé entre 6 et 10 millions, justement parce qu'Apple ouvrait le lancement de l'iPhone 5, à plus de pays que les lancements précédents. Maintenant, c'est vrai que c'est dur de dire que 5 millions c'est un échec, même si c'est ce que dit Munster. Il dit, moi, 6 millions c'était la fourchette basse, en dessous c'est un raté. Est-ce que c'est un raté commercial, ou est-ce que, comme Monsieur X, beaucoup n'ont pas reçu l'iPhone qu'ils n'ont pas commandé parce que Apple n'a pas réussi à les produire? Mais la question que tu posais, c'est une règle de 3 à laquelle on n'a pas accès. Apple, comme Rodrigo le dit bien, ils sont là pour prévoir le nombre de la demande et arriver à sizer la demande par rapport à leur lancement. Après, s'ils ne peuvent pas fournir, ils ne peuvent pas fournir. Tu le disais, Cédric, ça déçoit parce que notamment Apple a cette fois-ci lancé l'iPhone 5 dans plus de pays que l'année dernière. Donc les 25% de croissance peuvent aussi s'expliquer parce que l'année dernière, l'iPhone 4S a été introduit dans 7 pays contre 9 cette année. Il y avait un article assez intéressant cette semaine dans Business Insider qui mettait ça en avant. Et l'augmentation ne serait plus de 25% par rapport au 4S d'année par rapport à l'autre, si on le compare pays par pays, si on divise par 9 le nombre d'iPhone vendus et non plus par 7, là, on s'aperçoit que d'une année sur l'autre, on assiste à une légère baisse des ventes d'iPhone 5. Alors, messieurs, est-ce que c'est de l'info ou de l'intox? Est-ce qu'on peut assister à une décroissance d'une année sur l'autre des ventes de l'iPhone si on compare pays par pays? Est-ce que ce genre de règle est valable, tout simplement? Pour les raisons susnommées, la question c'est est-ce que c'est la demande qui est en baisse ou la capacité d'Apple à remplir cette demande. Donc oui, c'est vrai, vendre moins d'iPhone par pays de lancement qu'il ne l'avait fait auparavant, mais il faut voir quel pays aussi, il faut faire un ratio sur la population, la base existante des iPhones, ne serait-ce que 3GS, 4S. Donc c'est des questions un peu compliquées. On aura la réponse, on l'aura en janvier prochain quand Apple publiera ses comptes de ce quarter-là, et là on verra bien, et on verra en plus comment l'iPhone 5 s'est vendu d'ici là. Peut-être Monsieur X peut nous éclairer, mais qui est le premier acheteur de téléphone auprès de la base client de Apple? Est-ce que c'est les opérateurs partout dans le monde qui précommandent un certain nombre de téléphones en bloc, tu vois, ça se calcule en centaines de milliers? Est-ce que c'est la distribution de la vente? C'est ça que tu veux savoir? Oui, est-ce que c'est la distribution, ou est-ce que c'est les gens qui précommandent sur le site web, mais bon, ils ne fabriquent pas en 5 jours? Ou est-ce que c'est mélangé? Son avis, mélangé, voilà. Est-ce qu'il y a une demande des opérateurs? Et ma vraie question, c'est ça. C'est assez particulier sur l'iPhone. Ce que je vais dire n'est pas la règle chez Apple. La règle chez Apple, c'est que le premier client lors d'un lancement produit, c'est l'Apple Store en ligne. Voilà. C'est pas le cas pour le lancement de l'iPhone 5. La meilleure preuve, si vous allez sur le site américain d'Apple, vous ne pouvez pas acheter un iPhone nu, sans forfait. Vous êtes obligé de l'acheter avec un contrat d'un opérateur américain. Donc pour le lancement de l'iPhone, qui est un lancement particulier, les premiers services sont les opérateurs. Et ça, c'est vrai dans les 9 pays où ils ont lancé l'iPhone, vient en deuxième l'Apple Store en ligne. Et puis je crois qu'aujourd'hui, il n'y a quasiment personne d'autre. Les distributeurs classiques viendront quand toute la
demande des opérateurs et de l'Apple Store en ligne et des magasins aura été satisfaite. Ce qui explique peut-être ce chiffre qui est un petit peu en retrait par rapport aux rêves les plus fous que les analystes avaient, c'est que peut-être collégialement, la trentaine ou quarantaine d'opérateurs avec lesquels Apple a travaillé dans ces 9 pays ont été un peu conservateurs sur leur demande pour le lancement. Et on pourrait l'expliquer parce qu'aujourd'hui, le marché a bougé. Le total des smartphones vendus sous Android est plus fort que les ventes d'iPhone. Et puis il y a peut-être aussi un petit effet récession économique. Donc peut-être que les opérateurs ont été un petit peu conservateurs et qu'Apple a ajusté sa production pour le lancement sur ses forecasts. Ce qui est préoccupant de mon point de vue... Monsieur X, c'est que les opérateurs, en particulier sur le continent européen, n'ont pas encore lancé la 4G. Et c'est l'un des caractéristiques physiques de l'iPhone 5 le plus important. Donc peut-être qu'ils en ont choisi moins parce qu'ils veulent lancer massivement quand ils lanceront la 4G, par exemple en France, à l'été prochain. Oui, mais ce ne sera pas le même. Oui, on sait qu'aujourd'hui, tu parleras de l'iPhone 5S, là, puisque là, on sait que l'iPhone 5 ne sera pas compatible avec la bande de fréquence. Donc l'effort marketing, en fait, pour promouvoir le terminal sera quand ils auront, eux, le réseau prêt. On verra. Allez, ce qui est préoccupant, Olivier, de mon point de vue, il faut conclure sur ce sujet. On n'a pas assez de recul, mais ce qui pourrait être préoccupant, c'est que le marché du smartphone, donc la part du smartphone vendu dans le marché du téléphone par rapport au téléphone classique continue d'augmenter. Donc Apple, tout bêtement, devrait bénéficier de cette croissance de la part de marché du smartphone, et c'est pas le cas aujourd'hui. On aura effectivement les chiffres, donc, comme l'a décrit Cédric. On peut avoir une petite inquiétude. Enfin et en début d'année prochaine, avec les résultats financiers d'Apple. Un petit mot pour conclure toujours sur ce thème autour de l'iPhone 5, sur ce fameux connecteur qui défie tant la chronique, le connecteur Lightning. On en sait un peu plus, même si ceux qui ont eu la chance d'avoir un iPhone 5 n'ont pas forcément pu trouver le connecteur dans le commerce, l'adaptateur pour le brancher sur les stations Hi-Fi classiques. Il est en rupture de stock. Je crois que les journalistes qui ont eu accès, comme nous, c'est le cas ici à la rédaction d'Icriette, Apple ne nous a pas non plus fourni ce précieux connecteur. On a pas mal discuté cette semaine avec pas mal de constructeurs puisqu'ils lançaient des docks à l'occasion de la rentrée. Évidemment, d'une manière générale, on a pris un peu le pouls de ce que pensaient les constructeurs de docks. Ils sont tous très mécontents de ce changement car leurs produits qui sortent là sont quasi obsolètes dès leur lancement. Donc c'est un mauvais coup que leur fait Apple. Selon eux, Apple signe l'arrêt de mort de ce marché. Pour eux, à terme, le marché du Go Docking Station tel qu'on le connaît aujourd'hui va disparaître au profit du sans-fil, du Bluetooth ou pourquoi pas de l'AirPlay. Est-ce que vous êtes d'accord, messieurs, dames, avec cette analyse? Peut-être Fanny, qu'on n'a pas encore entendue ce soir. Clairement, on a vu que plein de constructeurs actuellement proposaient des dockings c'est pas des dockings d'ailleurs, c'est sans fil, différents types. Après, je pense que les audiophiles risquent de râler parce que longtemps j'ai entendu de certains de mes camarades qui aiment beaucoup le bon son que en Bluetooth, en tout cas, il est hors de question de parler de bon son. Donc voilà, mais en tout cas, les marques clairement développent les bornes sans fil actuellement. Oui, c'est un marché en pleine croissance. Vous avez eu l'occasion d'essayer, messieurs, ceux qui avaient eu un iPhone 5. C'est une grosse prise de risque, même si Apple va gagner beaucoup d'argent grâce à l'adaptateur. C'est une grosse prise de risque quand même que prend Apple en changeant ce dock, puisqu'il risque de contrarier définitivement leur partenaire historique, les fabricants de Wi-Fi du marché. Cédric. Ouais, enfin ils vont se fâcher, mais s'il y a encore des millions de pièces à vendre, ils vont se rabibocher vite. L'existant va fonctionner avec le connecteur, les adaptateurs, quitte à ce que ce soit les constructeurs qui livrent aussi des adaptateurs. Bref, parce que maintenant ça y est. C'est plus difficile parce que cette semaine un site dont j'ai oublié le nom, mais c'est pas grave, a réussi à avoir un connecteur, un adaptateur. Il a ouvert et dedans il y a une puce. En clair, si demain un petit fabricant chinois veut le vendre pour pas cher, il peut pas parce qu'il faut une puce qui sera estampillée Apple. Donc c'est pas ça. Ouais, mais c'est un DSP, c'est quelque chose qui transforme l'analogique en numérique et inversement. Donc, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'Apple va aussi donner les specs, comme il donnait les specs de ses connecteurs aux constructeurs. Donc ce marché-là, il ne va pas mourir, et puis les prochaines générations intégreront. Mais c'est vrai qu'ils ont intérêt à passer au sans-fil. Moi, ma vie est parfaite parce qu'avec Sonos, je n'ai besoin de rien changer. Tout continue à fonctionner parfaitement. Monsieur est fan de Sonos. Tu sais, et c'est le débat du verre plein et du verre vide. Ouais. On se dit là, le verre vide, aïe, ça a changé le connecteur, toute ma connectique ne marchera plus.
Soit, mais on peut le regarder comme un verre plein. Ça peut complètement rebooster le marché de la connectique, de faire que tout le monde soit obligé de tout rechanger, comme on l'a fait régulièrement en achetant depuis 10 ans, hein, et l'ancien connecteur avait 9 ans. Le FireWire 400, le FireWire 800, l'USB 1.1, l'USB 2, l'USB 3, le eSATA qui fait 2.3, le eSATA 2, je ne sais plus comment il s'appelle, qui fait 6 mégabits. Enfin, c'est l'évolution de l'informatique que de changer de connecteur régulièrement, et en plus on a la chance ici d'avoir des adaptateurs qui permettent de fonctionner avec l'ancien matériel. Donc moi je regarderais ça plutôt comme un verre à moitié plein. Regarde le marché des consoles. Quand une nouvelle génération de consoles arrive, même si elle est totalement incompatible avec ce qu'il y avait auparavant, c'est un boost pour tout l'écosystème, évidemment les jeux, mais aussi les accessoires et le reste. Ouais. Donc il n'y a pas de raison que ce soit très différent ici, sauf qu'évidemment le mouvement là va quand même plutôt vers la dématérialisation, vers le sans fil. S'ils sont malins, ils penseront même déjà à intégrer le NFC comme le font certaines marques pour pouvoir transférer sans contact, juste en tapotant sur l'enceinte, paf, le son part. Ça aurait été bien. Le jour où l'NFC arrivera dans l'iPhone, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. En tout cas, pour avoir fait le tour des constructeurs, à ce jour, uniquement 2 constructeurs du marché proposent un système de mise à jour pour mettre à jour sa station Wi-Fi pour l'iPhone 5. Ces 2 marques assez haut de gamme, en commençant par Bang & Olufsen notamment pour son haut de gamme de dock qui coûte près de 1 200 €, donc c'est presque un peu normal qu'il propose une mise à jour. Et l'autre, c'est plus une surprise, c'est Bauer & Wilkins sur le Zeppelin, mais uniquement le Zeppelin Air, qui est le modèle qui est AirPlay, où il y a un bras et on pourra changer contre monnaie sonnante et trébuchante son connecteur classique pour un connecteur light. C'est mon système home cinéma, cher ami, Bauer & Wilkins. J'ai vu ça. Allez, parlons d'iOS 6 puisque c'est le thème de cette émission. On a beaucoup parlé d'iOS 6, c'est pas forcément en bien, notamment en raison de la nouvelle version de Plan, un système de cartographie qui est made in Cupertino, ce n'est plus Google Plan. Principal reproche, on l'a vu sous différentes formes, plein de captures d'écran de vidéos sur Internet, un manque de précision du logiciel quand il ne se trompe pas carrément sur la destination. Alors, pêle-mêle un blog tel que c'était Amazing Apple Maps qui s'est amusé à référencer les plus grosses erreurs de plan d'Apple. Alors là, vous voyez par exemple Stockholm qui se retrouvait au milieu de nulle part, dans le tout nord, là-haut, des erreurs d'affichage en mode photo satellite à l'image ici de la 5e avenue de New York, où le magasin d'Apple de la 5e avenue apparaît tout flouté avec une verdure carrée, enfin c'est un peu bizarre, le mode photo satellite. Sans parler d'une tendance dans les zones un peu plus moins connues, un peu plus enclavées, où là les photos satellites sont carrément en noir et blanc, comme ici dans une région que je connais bien autour d'Ajaccio, où là, dès qu'on dépasse l'aéroport d'Ajaccio, c'est du noir et blanc, c'est plus la couleur, donc on y perd par rapport à Google Maps, la version qui était originellement installée dans l'iPhone. Et puis, plus grave encore, le logiciel ne semble pas vraiment, intelligent. Beaucoup de gens, et c'est un peu une blague récurrente sur l'iPhone, sur le net aujourd'hui autour de plans, ont un peu de mal à utiliser et trouver une destination, alors que Google Maps proposait, chercher d'abord une rue qui était logiquement à proximité du lieu où vous vous trouvez grâce au système de géolocalisation de l'iPhone. Plan ne le fait pas et vous propose parfois d'aller très très loin. Moi, j'ai un exemple tout simple. Cette semaine, j'étais sur l'Échange, j'ai cherché à aller à une rue qui était à 200 mètres, c'était la rue La Boétie, et il m'a envoyé à 240 km à Ferrières-la-Forêt. Donc, messieurs, comment vous expliquez ça? Comment on peut en arriver là? Monsieur X, c'est pas dans la tradition d'Apple qu'on ait comme ça un tel retard et qu'on propose des solutions qui soient, entre guillemets, pas terminées. Ouais, ça paraît juste incroyable de sortir une fonction aussi essentielle pour l'iPhone avec ce piètre niveau de qualité. Ce d'autant plus que depuis le lancement d'iOS 6 et de l'iPhone 5, on a appris une chose, c'est que le contrat qui liait Apple et Google sur la fourniture de Google Maps n'allait finir en fait que dans un an. Donc il a été cassé pour d'autres raisons, mais Apple aurait pu choisir dans l'absolu pendant un an de encore tourner avec Google Maps le temps de finir sa propre version du logiciel. Donc ils avaient une porte de sortie élégante. En plus, on a appris que Google allait vraisemblablement sortir son application en autonome comme il l'avait fait avec YouTube. C'est pas gagné, hein, monsieur X. Ouais, donc pour moi, c'est un double raté. Non seulement le produit n'est pas fini, mais ils avaient une solution de backup qui leur permettait de ne pas avoir toute cette remontée négative. Donc les Apple, c'est vu trop beau, je comprends pas ce qu'ils ont fabriqué. Trop confiant. Non, je pense que là, ils n'ont pas fait le job. C'est pas trop confiant. Ils ont pas fait le job. C'est une erreur. Et du temps de Steve, les têtes seraient déjà tombées. Et là, c'est un des plus beaux ratés quand même d'Apple dans les 2-3 dernières années. Ça rappelle.
Non, parce que Ping, tout le monde s'en foutait, Rodrigo. Ping, c'est pas indispensable. Non, moi, le GPS et les plans dans l'iPhone, c'est indispensable. Je m'en sers tous les jours. Il y a une étude qui dit ça, monsieur X. En gros, des 3 usages majeurs de l'iPhone, il y a bien sûr le téléphone, le baladeur MP3 et le GPS. Donc, alors que Ping, on peut s'en passer. Cédric, tu disais ? C'est peut-être à l'échelle de ce qu'on avait vu avec MobileMe, qui était un autre lancement raté, et où là, pour le coup, Steve avait convoqué tous les gens dans le petit, avait fait un petit, comment on appelle ça ? Enfin bon, bref, une espèce de petite réunion avec tout le monde, et les têtes étaient immédiatement tombées dans le panier. Voilà, ouais. mais ça ressemble, honnêtement, mais on n'a pas le background, on ne sait pas ce qui s'est passé, on ne sait pas pourquoi. Ça ressemble à un péché d'orgueil. Ça ressemble à une énième itération de la guerre contre Android et donc contre Google. De fait, ils avaient encore 1 an sur leur contrat, ils pouvaient attendre l'iPhone 6 ou l'iPhone 5S pour intégrer des maps qui auraient été terminés. Et ils ont choisi de le faire aujourd'hui, alors que du coup, mais c'est peut-être aussi voulu, Google aujourd'hui n'a pas de Google Maps prêt à partir sur iOS 6. Alors Fanny, autour de Maps, de Google Maps, et enfin bref, de la cartographie sur iOS 6, il y a beaucoup de questions, je crois, sur Twitter. Toi, notre vigie du web, en cherche de nous ramener les questions posées par les internautes via l'hashtag, je vous rappelle, ORLM. Fanny. Il n'y a pas de questions directes là-dessus, mais par contre, il y a eu une petite blague, parce que ce matin, j'ai dit, je vais à un rendez-vous directement en utilisant Plan, et on a dit, à quelle heure lance-t-on une alerte disparition. Voilà. Entre-temps, moi, j'ai quand même contacté Google pour savoir s'il allait y avoir une application, et j'ai fini par avoir une réponse. Oui, ils travaillent et il y aura une application qui sera lancée. Par contre, il n'y a pas de date. Voilà, on sera mis au courant, mais tout ce que vous verrez en attendant, qui est non officiel, il n'y a pas de communiqué. C'est dans quelques mois. Ça va pas être tout de suite. Il faut attendre encore un petit peu. Mais oui, l'application va être faite. On a une autre question, je crois, Fanny, concernant Maps. Oui, il y a une question de Dimitrios 4. Il dit, est-il possible d'utiliser tous les jours Apple Maps ou alors le fossé avec Google Maps est encore trop grand ? Alors Cédric, toi qui es revenu récemment à iOS 6 et à l'iPhone 5 parce que tu le testes actuellement pour LCI, par rapport à ce que tu as vu sur le GS3, où là il y a une version beaucoup plus avancée en plus de Maps de Google, est-ce que c'est utilisable au quotidien concrètement ? C'est pas comparable pour l'instant. C'est pas comparable pour 2 raisons. Il y a des raisons objectives qui sont des services qui existent sur Maps aujourd'hui, surtout sur Maps Android dans les dernières versions et qui n'existent juste pas aujourd'hui dans les plans d'iOS 6, c'est-à-dire Google Traffic par exemple qui te montre le trafic en temps réel, ça marche à Paris, Google Transit qui te fait ton chemin au travers des transports en commun, ça marche un peu partout mais pas à Paris, et puis Street View qui est quand même cette invention absolument géniale, surtout sur la navigation parce que c'est le truc qui te montre la photo de la devanture de l'endroit où tu es censé aller, ce qui là chez nous est vachement utile. L'autre problème, c'est ce qu'on a dit, c'est les problèmes d'inexactitude de certaines données dans Plan. Il y a un très bon blog post que j'ai lu cette semaine de quelqu'un dont la cartographie est le métier qui dit c'est un problème d'agrégation de données. Vous avez des données de plusieurs sources, c'est-à-dire par exemple des photos satellites et puis des points géographiques et puis des coordonnées GPS pour les routes. Si les choses ne sont pas parfaitement calées, ça donne des choses qui ne sont pas utilisables et c'est très compliqué à réparer sauf à changer de fournisseur de données. Ce que reproche certains Apple, c'est d'avoir choisi TomTom aux États-Unis, qui n'a pas apparemment, en tout cas, les meilleures cartes. Alors je ne dis pas que ça ne peut pas se corriger, mais il va falloir quand même beaucoup de travail pour rajouter des services à l'échelle de ce qu'on connaissait sur Maps. Voilà, il y a 2 systèmes. Il y a celui de TomTom et d'OpenStreetMap, et bizarrement, en fusionnant les deux, on devrait avoir un résultat qui est aussi bon que les deux fusionnés. Et en fait, 1 + 1, c'est pas égal à 2. C'est moins bien que 1 par 1 séparé. Bon, bref, c'est assez curieux. Mais passons. Pour rebondir sur ce que disait tout à l'heure Fanny sur l'arrivée possible de Google Maps sur iPhone, et si, messieurs, dames, et si Google décidait de ne pas apporter Google Maps sur iOS 6, est-ce que vous ne considérez pas que ce serait quelque part une valeur ajoutée qu'ils réserveraient à leur système d'exploitation qui est aujourd'hui Android ? Surtout que le fossé est déjà grand aujourd'hui, Cédric. Oui, mais alors là, il y a une décision stratégique parce que ce serait aussi priver des centaines, des dizaines, voire centaines de millions d'utilisateurs des services Google d'un de leurs services stars, quoi.
Et puis même, ce serait quand même pas mal d'aller conquérir des gens au travers de Maps pour le reste des services de la Galaxy Google. Sur ce point, Cédric. Mais... Non, je dis pas les convertir à Android, mais ne serait-ce que s'assurer service. Ouais, des services. Ce serait stratégiquement, ça me paraît un peu compliqué. Mais en même temps, le fait qu'ils... Alors évidemment, ils avaient encore 1 an de contrat, donc je pense qu'ils s'apprêtaient pas à sortir leur Maps tout de suite, même si ça fait un certain temps déjà qu'ils savent que Google Maps serait plus le défaut dans le nouvel iPhone. Mais peut-être que là, pour le coup, ils prennent un tout petit peu leur temps. Genre, ah ouais, elles sont pas terribles vos Maps. Oh bah écoutez, on va réfléchir un peu, mais ça va venir. Ouais, là, ce serait. Moi, je suis assez d'accord avec Cédric. Hein. Ouais, vas-y. Moi, je pense que s'ils mettaient une appli Maps à nouveau sur l'iPad et qu'on compare côte à côte et sur l'iPhone, ce serait une espèce de cheval de Troie pour l'expérience utilisateur chez Google. De la même manière que Apple a utilisé l'iPhone pour amener les gens dans l'univers Apple des Mac au début, avant que l'iPhone devienne un gros truc. D'autant qu'attention. J'entends ton point, Olivier, que c'est un différenciant important, mais c'est également pour montrer un savoir-faire important de Google. N'oublions pas qu'ils n'ont pas saturé le marché, il n'y a que 80 millions ou 78 millions d'iPhone vendus, d'après les chiffres qu'ils disaient, donc on peut encore en vendre beaucoup, et que c'est un énorme canal pour montrer aux gens qui ont de l'argent, parce que c'est plutôt des CSP+, qu'il y a aussi une alternative dans un univers ailleurs. Monsieur X, d'accord avec cette analyse pour conclure sur Maps ? Moi, je ne sais pas ce que va faire Google. Je serais eux, je sortirais Maps pour iPhone, et peut-être en laissant 2 ou 3 fonctionnalités très en avance disponibles uniquement sur Android. Ce qui était déjà le cas, Monsieur X, notamment la navigation vocale et la navigation routière qui était réservée à Android et qu'Apple réclamait apparemment. Et je vais te dire pourquoi. Parce que un bon message marketing pour les utilisateurs d'iPhone cible de Google pour les faire passer sur Android serait de dire regardez, toutes les applications Google elles marchent déjà sur l'iPhone, venez sur la plateforme Android, elles y sont bien sûr, et encore un petit peu mieux. Donc faut pas les déshabituer de Google Maps, c'est pour ça que je la sortirais. Est-ce qu'ils vont le faire? J'en sais rien. S'ils ne la sortaient pas, je trouverais ça sympa parce que ça ferait une telle polémique qu'on en aurait pour au moins 6 mois à se gosser de ça. Ouais. Mais là, c'est mon petit côté gossip qui ressurgit. Leur intérêt serait de la sortir maintenant, parce que là, tout à coup, forcément, le Maps d'iOS 6 ne tient pas à la comparaison et les gens switcheraient. C'est-à-dire que moi, il y a une chose que j'ai fait sur l'iPhone 5, j'ai switché le navigateur. J'aime tellement Chrome en version mobile que j'ai remplacé le Safari mobile par Chrome et je reviendrai pas en arrière. Il n'a pas son Galaxy S3 ce soir, mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais si, regarde, il est là. Il est à côté. J'ai mes 2 mains. Ah non, attendez. Moi, je fais ils font papa-maman et je vais faire le comparatif pendant 1 mois et après je vous dirai ce qui est mieux d'un côté et mieux de l'autre. Donc dans 1 mois vous aurez le verdict exclusif de Cédric. Bon, peut-être qu'il réservera ici et puis après on verra. Pour conclure, Rodrigo, sur Maps, on est quand même très loin des démos spectaculaires de Scott Forstall et des promesses qui avaient été tenues lors de la WWDC en juin dernier. Tu étais avec nous en direct, souviens-toi, Rodrigo. Ouais. Allez, critique un peu Apple, fais-moi plaisir. Non, on va dégager tout de suite cette étiquette de fanboy qu'on m'a collée sur Internet. Moi aussi, rassure-toi. Non, mais faut pas déconner, quoi. Il y a 2 choses. 1, tu es un fanboy, et 2, en bride Cédric. Non, on ne coupe pas Cédric au montage. Simplement, Cédric, il se coupe tout seul. Les coupures Internet. Et je suis pas fait que ça coupe j'ai le droit d'aimer les belles choses quand elles marchent, et quand elles marchent pas, je le dis clairement. Et quand on m'a dit est-ce que je vais acheter un iPhone 5, j'ai dit non, je reste à mon 4, ça change pas grand-chose. Maps. Moi, le truc le plus étonnant que je trouve, c'est qu'il ne connaît pas les abréviations en français. Moi, avant, je tapais AV pour avenue, BD pour boulevard, etc. Maintenant, il est incapable de trouver quoi que ce soit avec ça. L'interface n'est pas si moche. Ok, il y a plein de problèmes, mais il ne trouve pas les directions. Ça, c'est un peu embêtant. Et surtout, j'avais l'habitude... avec de cartographie, c'est vraiment embêtant. Ouais, et puis moi, j'avais l'habitude de mon truc d'avant. Et ce qui me gêne aussi beaucoup dans Paris, mais c'est pas pour les autres, je voyais très bien les stations de métro pour là où j'allais, et maintenant, on les voit plus du tout. Il y a les lunes d'intérêt, les points... il y a un petit train avec un machin, enfin, je trouve ça très bizarre. Le produit n'est pas fini, c'est vraiment étonnant de la part d'Apple. Maintenant, j'avais vu passer un papier ou je sais pas quoi, où il disait que quand Maps était sorti, c'était pas terrible non plus la première fois. C'est pas vrai. J'en sais rien. En revanche, ce que je peux dire, c'est ce que dit... vraiment pas mal, c'est pas vrai. Ce que dit Monsieur X, c'est que pour une V1, c'est vraiment en dessous du niveau de ce qu'on aurait pu attendre. C'est pas une version finie, hein. C'est vraiment
Ça vaut pas grand-chose, croyez-moi. Bon, heureusement, il y a des alternatives en attendant. Et en tout cas, il y a des petits malins, comme vous pouvez le voir sur cette vidéo, qui ont réussi quand même à hacker Google Maps sur iOS 5 pour le porter sur iOS 6. Bien sûr, il faut jailbreaker son iPhone. Ça reste aujourd'hui une expérience purement de geek, mais peut-être que ça peut donner des idées à Google pour accélérer le portage de Google Maps, ou peut-être des idées à Apple de accélérer l'amélioration de Maps. En tout cas, d'après ce qui se dit sur Internet, ils auraient débauché ou seraient partis en quête de spécialistes de ce genre de logiciel, et notamment, il aurait été débauché des gens chez Google. À suivre. iOS 6, on parle beaucoup aussi d'iOS 6 avec les avancées, mais quid des anciens matériels? Quid de votre iPhone 4, de votre iPhone 3GS, de votre iPhone 4S, de votre iPad 2? Est-ce que ça tourne bien iOS 6 sur d'anciennes générations de smartphones et de tablettes? Comment ça fonctionne? On sait que par le passé, il y a eu pas mal de couacs. Souvenez-vous du passage d'iOS 3 à iOS 4 notamment. Sur l'iPhone 3G qui fonctionnait quasiment plus, ça allait trop lentement lors de ce changement. Alors messieurs, vous ou ceux qui n'ont pas changé de modèle en tout cas, est-ce que vous avez noté des différences quand vous avez un iPhone 4 ou un 4S en passant d'iOS 5 à iOS 6? Rodrigo, toi qui es fidèle à ton 4. La première chose qui m'a surpris, ce que j'ai installé sur mon iPad 3 et sur mon iPhone 4, évidemment sur l'iPad 1 ça ne marche pas, c'est que sur mon iPhone, j'ai l'impression que j'ai une connectivité moins bonne qu'avant. En Wi-Fi notamment? Non, en 3G. En 3G. Ouais, j'ai l'impression régulièrement de perdre la connectique. Je me suis surpris plusieurs fois à aller dans Settings et de faire mode avion, donc désactiver le truc, réactiver pour rechoper le réseau. On va y arriver, Rodrigo, continue. Et ça m'a surpris. Alors c'est peut-être juste une vue de l'esprit, mais bon, je l'avais lu nulle part. Et donc c'est un premier retour d'expérience perso. Après, effectivement, il y a des différences. Google Maps, il n'est plus là. C'est bizarre. Le store est beaucoup mieux, moi je trouve. C'est beaucoup mieux. Mais en termes de réactivité, tu n'as pas senti de ralentissement par rapport à ce qu'on avait vécu lorsqu'on est passé du 3 au 3GS notamment avec, Non. Tu vois presque pas que c'est un nouveau système, sauf que y a des couleurs qui changent un tout petit peu. Quand tu fais composes un numéro, c'est plus exactement le même clavier. Il a un petit peu été redessiné. Alors on va poser la question. Mais tu vois pas de différence en vitesse en revanche. On va poser la question. On va le prendre par surprise à l'iChef d'iCreate, puisqu'il est à côté de moi, il se cache, il est là, il est derrière son écran. Voilà, c'est l'iChef, c'est les coulisses d'iCreate. Lui, il est toujours sur l'iPhone 4. Des changements, oui, non. Avec la taille, il n'a pas de micro. Il est chez Changement, voilà. Voilà, c'était juste pour montrer les coulisses d'iCreate. Monsieur X, toi qui n'a pas encore d'iPhone 5, qui est passé à iOS 6 sur son 4S, est-ce que sur le 4S, tu as perçu des changements? Un petit indice, selon Macworld, le site Macworld US, qui a testé iOS sur la plupart des téléphones et iPad compatibles, il n'y aurait pas forcément une perte importante, une légère perte de vitesse, voire dans certains domaines, un gain. Monsieur X. Bon, alors moi tu sais, quand je suis utilisateur de produits Apple lambda, et que j'essaye pas de commenter l'actualité Apple, mes désirs vis-à-vis des produits et d'iOS notamment sont assez simples. La performance, comment ça marche exactement, si c'est vraiment plus fluide, etc. J'ai tendance un peu à m'en foutre. Moi, mon point de vue, il est toujours applicatif. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire de plus avec le produit? Donc, ce qui a attiré mon œil dans iOS 6, c'est les nouvelles applications. Et si celles dont j'estimais qu'elles ne marchaient pas marchent, est-ce qu'il y a un plus? Donc, j'ai beaucoup essayé de faire marcher Facebook. J'ai réussi à le faire. J'ai ma carte au champ maintenant qui est dans Facebook. T'as réussi à faire marcher Facebook? Ouais, absolument. J'ai fait un tweet là-dessus. J'ai enfin compris qu'en fait, tu pouvais pas faire marcher Facebook tout seul. Il fallait que tu télécharges l'application au champ et quand tu déclares ta carte au champ dans l'application au champ, elle se lie directement à Facebook. Donc c'est vraiment un travail à faire au niveau des marchands et de leur application. Une fois que c'est intégré dans... X, lorsqu'on clique, on tape sur le bouton Facebook, il nous amène sur l'App Store, il ne se passe rien, Monsieur X. Oui, mais ça c'est normal. En fait, c'est le comportement normal. C'est simplement, à mon avis, qu'ils ne l'ont pas expliqué. Bah ouais. Bon, donc moi j'ai installé l'appli Auchan. Alors comment tu as fait? J'ai déclaré ma carte de fidélité dedans. Ouais. Et il m'a dit, est-ce que vous voulez lier l'appli Auchan à l'appli Facebook? J'ai fait oui, tout a été transféré dans Facebook. Et une fois que c'est intégré, c'est plutôt nice. Donc je vais tester chez Auchan ce week-end. Je suis allé beaucoup regarder l'appli podcast parce que moi j'en attendais beaucoup et ça a été juste une catastrophe. Elle marche bien. Elle marche bien, elle se synchronise avec iTunes de manière parfaite, donc ça c'est assez super. Je sais pas si tu as remarqué. Oui, c'est vrai. Et puis j'ai regardé Maps, voilà, et là je suis pas satisfait. Il n'y a maintenant. pas on fait le Mac sur podcast, messieurs. Je ne sais pas. Maintenant on parle de 3 applis. Moi d'un point de vue utilisateur, on parle de 3 applis, Maps,
podcast et plan, moi, pour un utilisateur comme moi qui est très centré sur les applications, ça fait pas lourd le changement. Donc pour moi c'est bien, mais ça m'apporte pas beaucoup de choses. Un truc sur Passbook, on est presque dans le même tunnel d'expérience que sur Plan. C'est un truc où je te fais la démo. Regarde, voici un iPhone 5. Je vais essayer de lancer Passbook à l'envers, ce qui n'est pas facile. Voilà, je lance Passbook, donc très bien. Ouais. En bas, il y a ce petit bouton qui te dit App Store. Déjà, tu ne comprends pas pourquoi il faut que tu ailles sur l'App Store et pourquoi c'est ton seul choix. C'est pas pour télécharger une application compatible avec Passbook. Oui, mais pourquoi c'est pas dans Passbook? Vas-y, clique, tu vas voir ce qui se passe. Et tu cliques sur App Store et voilà, ça cherche et ça te dit quoi? Ah bah pas trouvé. Voilà, donc tu sais pas nécessairement pourquoi on t'a envoyé vers l'App Store et tu sais pas pourquoi ça marche pas. Donc Cédric nous parlait d'une fonctionnalité Passbook. On va revenir juste un petit instant donc sur les fonctionnalités qui sont manquant d'une génération à l'autre. On dit que iOS 6 est portable et peut arriver, portable, je ne sais pas si on peut le dire, oui, portable, sur l'iPhone 3GS, l'iPhone 4, l'iPhone 4S, mais d'une génération à l'autre, eh bien, il y a des fonctions qui disparaissent, c'est important de le souligner. Première chose assez bizarre, comment expliquer que, par exemple, on puisse mettre iOS 6 sur l'iPhone 3GS et pas sur un iPad de première génération, alors que, théoriquement, l'iPad de première génération est plus rapide et plus puissant qu'un iPhone 3GS. Il faudra qu'on m'explique. C'est une question ouverte, si Apple un jour veut nous répondre. Parmi les fonctionnalités où il y a des petites différences, je ne sais pas si vous avez remarqué, ceux qui ont un iPhone 4 notamment, c'est Rodrigo, j'y suis arrivé. Je ne sais pas si tu as essayé de faire du FaceTime en 3G. Moi, j'ai essayé cet après-midi avec mon 4S, ça marche. Notamment, alors moi, je suis chez Orange, donc je ne sais pas si ça marche chez tous les opérateurs, mais chez Orange, ça fonctionne. Ça fonctionne quand tu n'as pas dépassé tes 800 mégas dans le mois, où on te dit yo. Alors, moi, je suis chez Soch, j'ai 3 gigas de fair use, je crois, et c'est vrai que c'est un point à surveiller. Mais par contre, sur l'iPhone 4 en 3G, ça ne fonctionne pas. Voilà, je ne sais pas si tu as fait l'essai, Rodrigo, mais c'est assez. Il n'y a pas de raison technique qui ferait qu'entre le 4 et le 4S, ça marche en 3G et en Wi-Fi. Il faudrait qu'on m'explique là aussi. Je ne sais pas si tu t'es amusé un petit peu, Rodrigo, sur ton iPhone 4 avec Maps et Flyover, hein, la vue en 3D de plan. Tu t'es un petit peu amusé avec ou pas? Pas du tout. Normal, ça marche pas. Non, mais ce que tu es en train de me dire, c'est des gadgets de la page 27 d'ICreate, quoi. C'est pas un usage de tous les jours que j'utilise tous les jours. Moi, je t'ai dit, ça a changé quand je téléphone. Ça télécharge quand je mets à jour mes applis. Ouais, et alors? Bon, rien. Et alors, t'en pensais quoi niveau qualité téléphone? Rien, il y a des petits changements cosmétiques un peu à gauche, à droite, mais ça change pas grand-chose, quoi. Mais c'est pas très beau, hein. Non. C'est pas très beau ces changements cosmétiques. J'aime pas trop. Mais on parlera de l'interface dans un instant. Dernière fonction qui apparaît pas, qui est disponible sur le 4S et sur le 5, mais pas sur le 4 par exemple. Panoramique. C'est le mode panoramique. Ça, j'ai essayé. Qui est quand même... Oui, tu peux essayer. Et j'ai pas trouvé. Non, il n'y a pas sur le 4. J'ai vraiment essayé de le trouver parce que c'est de la photo. Je dis, c'est cool. Et non, il n'y a pas. Alors, et puis c'est également le cas du flux de photos partagées qui n'est pas dispo sur le 3GS. Monsieur X, en une conclusion, c'est quoi? C'est une manière de valoriser les nouveaux modèles, les derniers modèles par rapport aux anciens, ou c'est vraiment une contrainte technique? Moi, j'ai du mal à comprendre la contrainte technique. Alors, tu me connais, j'aime pas dire du mal, là, mais sur le fait que l'iPhone 4 ne supporte pas FaceTime en 3G et n'est pas le mode panorama, moi, je vois pas d'autre explication que acheter l'iPhone 5, et c'est pour ça qu'on ne vous donne pas les fonctionnalités. Donc c'est vraiment à se demander si Apple se dit, bon, les utilisateurs et les possesseurs de 4S n'achèteront pas le 5. Par contre, les 4, c'est vraiment une population qui va être tentée, on ne leur donne pas les fonctions et ça va les pousser encore plus à acheter l'iPhone 5. Il y a peut-être un deuxième paramètre, c'est que FaceTime sur le 3G avec l'iPhone 4, bon, on peut se dire que les opérateurs auraient pu être un peu réticents parce que ça allait consommer plus de bandes passantes. En même temps, bon, les opérateurs, ils ont prévu ça normalement. Soit vous avez des forfaits illimités, vous payez pour ça, soit si vous dépassez la bande passante, vous allez payer en plus. Donc je vois pas ça être un problème pour les opérateurs. C'est vraiment Apple qui a décidé de le faire et moi je pense que c'est un petit peu petit bras et c'est vraiment dire aux possesseurs d'iPhone 4, iPhone 5 maintenant. Ouais. Cédric, toi qui connais bien l'environnement Android, est-ce qu'on peut vraiment critiquer Apple sur ces petites mesquineries, sachant que pour mettre à jour même un haut de gamme Android avec la dernière version d'Android, c'est pas toujours évident parce qu'effectivement il y a plein de marques. Ça a les inconvénients de ses avantages, c'est-à-dire qu'il y a plein de combinés, mais que chacun gère un peu dans son coin, sauf pour les combinés Nexus.
c'est-à-dire ceux qui sont estampillés Google avec la pure expérience Google et qui sont forcément du coup les premiers à avoir les mises à jour. Moi j'attends la mise à jour Jelly Bean sur le Galaxy S3 parce que j'attends aussi. Voilà, nous en sommes tous là. Alors moi c'est pas un modèle opérateur donc ça devrait peut-être aller un petit peu plus vite, mais voilà. Disons que les constructeurs ont moins, ça dépend, hein, vraiment, your mileage may vary comme diraient les Américains, il y en a qui mettent assez religieusement à jour certains trucs quand c'est possible, et puis il y a plein de vieux trucs Android qui sont encore en 2.3 et il n'y a pas de raison que ça change. Ce qui explique que ce qu'on avait vu lors de la présentation des dernières versions de Google, lors de Google I.O., la conférence développeur Google, on voit que la dernière version de Google, de l'OS Google mobile, Android donc n'est pas forcément la version la plus adaptée et que ça évolue très lentement, surtout que, à ma connaissance, Cédric, dans le monde Android, on n'assiste pas à des mises à jour possibles sur des téléphones aussi anciens qu'un iPhone 3GS par exemple, qui a maintenant, je ne vais pas dire de bêtises, 3 ou 4 ans. Donc, c'est une excellente question. Ouais. Merci d'avoir posé. Non mais c'est pas ça, c'est une excellente question. Il y a assez peu de raisons, mais je pense qu'il y a quand même des configurations planchées en termes de hardware pour accéder aux mises à jour. Et c'est ce qui expliquerait que l'adoption d'iOS 6 se fasse plus rapidement que dans le monde Android pour la version d'Android 4.1. Selon la régie publicitaire Chitika, au 21 septembre, soit 2 jours après la sortie de l'iOS 6, 25% des téléphones qui étaient référencés par cette régie publicitaire étaient déjà passés. Le téléphone d'Apple était déjà passé à iOS 6, ça montre que ça va vite, beaucoup plus vite que dans le monde Android. Alors tout à l'heure, Monsieur X nous parlait de Passbook, Cédric également. Il nous parlait également des améliorations importantes, esthétiques. Alors l'interface, on va en parler également, mais un petit mot quand même, puisque Monsieur X en a parlé, l'application podcast. Il y a un énorme travail qui a été fait autour des magasins en ligne, c'est bien l'iTunes Store ou l'App Store, une refonte totale. Alors, on a sorti les podcasts qui, nous, pour en refaire le marque, c'est pas forcément une bonne idée parce que quand on va acheter la musique ou on va acheter un film, avant on était peut-être tenté de regarder les podcasts, maintenant il faut lancer l'application dédiée. Pour moi, ils sont en train de tuer les podcasts sur iTunes. C'est mon avis personnel. Mais bon, ça fait un moment qu'ils n'aident pas vraiment les podcasts, donc c'est pas bien grave. Message subliminal. Mais c'est vrai qu'il y a un beau travail qui a été fait, Cédric. Ça ressemble un peu plus à ce qui existe dans le monde Android. Sur la refonte des magasins, il y avait beaucoup à faire. Ça n'avait pas évolué depuis le lancement quasiment de l'App Store. Notamment la possibilité, par exemple, de télécharger une mise à jour sans revenir à l'écran d'accueil. On peut passer à une autre. C'est quand même beaucoup plus pratique. Ouais, c'est drôle parce que tu me dis ça à un instant où je suis en train d'essayer de télécharger des apps et où il n'y arrive pas. Mais les icônes sont en attente et ça ne veut pas. Et je suis en train d'essayer de faire comme Monsieur X, de rajouter ma carte au champ à mon Passbook, mais enfin bon, peu importe. Non, moi, ce que je sais qui me manquera là-dedans, c'est une fonction qui existe sur Android et que j'adore. C'est le store en ligne sur le web, dans ton navigateur, sur lequel tu dis tiens, t'as l'application, c'est super, installé. Tu fais ça sur le web et il l'installe directement sur ton handset sans que tu aies besoin de... Enfin voilà, tu choisis... Ça, c'est le Nexus 7, hein, c'est la tablette de Google. Non, ça c'est tout Android. Ah bon, d'accord. Tous les appareils Android. Il me montre tous les appareils Android, il me montre si l'application est compatible avec tous. Okay, et tu lui dis, tiens, tu me l'installes ça sur la tablette et celui-là, tu vas me l'installer sur mon Galaxy S3 et tout. Ça, c'est absolument remarquable. Ça me manque un petit peu dans le monde Apple. Toi, Cédric, donc justement, qui vient d'un autre univers qui s'est immergé totalement, j'y suis arrivé dans Android, qu'est-ce qui manque le plus? Qu'est-ce qui manquerait? Cette question est valable également pour Fanny, Rodrigo ou Monsieur Hick. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui à iOS 6? Quelles fonctions vous aimeriez apparaître qui soient déjà ailleurs, soit qui m'écriraient peut-être qu'Apple s'y intéresse? On commence par Cédric et puis on décline. Allons-y. Oh bah, c'est pas tant des fonctions, c'est des choses qui sont évidemment en adéquation avec le hardware, hein, parce que c'est une machine, un système, et tout ça, on l'a déjà dit au moment du lancement de l'iPhone 5, le NFC pour faire autre chose que du paiement, parce que ça c'est pas le plus important. Ça c'est du hardware, hein, Cédric, mais en matière logicielle. Mais, par exemple, un truc que tu me montres souvent sur ton Galaxy S3, et j'en ai un aussi, mais bon c'est pas grave, c'est les widgets, c'est quelque chose que tu aimes bien, oui, qui aujourd'hui n'est pas arrivé. Oui c'est vrai, mais j'étais persuadé que les widgets ça arrivait avec iOS 6, mais pas du tout. Non, on en avait parlé, mais pas du tout. Ah oui, les widgets c'est bien, les widgets c'est voilà, le truc qui te fait la météo, le machin, sans que tu aies besoin de lancer une application. Faut pas en abuser. De personnaliser aussi son écran d'accueil. Apple n'aime pas qu'on personnalise trop en fait. Ouais, ça personnalise l'expérience. C'est vrai que c'est pas. Ça permet aussi d'ailleurs aux constructeurs de faire des interfaces un petit peu différentes les unes des autres, un peu widgetisées. L'autre chose moi qui me manque mais vraiment comme fonction bête de l'expérience, en tout cas sur le S3, c'est cette petite icône, tu sais, avec un œil
qui, en gros, quand je suis quand je suis en train de lire quelque chose, une page web, un tweet, n'importe quoi, la petite caméra qui est en face avant essaie de voir s'il y a un visage qui se trouve devant l'écran. Tant qu'il y a un visage et qu'il reconnaît des yeux, il se dit il doit être en train de lire quelque chose et l'écran ne se met pas en veille. Voilà un truc tout bête, qui est rien, qui là est vraiment du pur software à intégrer, qui aurait pu parfaitement fonctionner sur un iPhone 5, qui améliore l'expérience quotidienne tout le temps, sans qu'on ait besoin de se poser trop de questions. Voilà, ça c'est des petites choses qui manquent un peu et qui manquent surtout quand on sait que la prochaine mise à jour, c'est l'année prochaine. Très vite Fanny, parce qu'on est en retard et que Monsieur X doit nous quitter, et qu'il a un rendez-vous juste après. Qu'est-ce qui manque selon toi dans iOS 6 par rapport à tout ce que tu as pu voir récemment sur le Nokia 920 notamment? Non, moi, franchement, il tourne bien. Ça fait un moment que je suis bien sur les iPhones. Mais là, justement, il va me manquer Google Maps, il va me manquer et YouTube aussi qui a disparu. J'en parlais avec des mamans qui avaient des automatismes faits. Leurs enfants avaient l'habitude d'aller télécharger des vidéos de Mickey. Oui, voilà, mais ça les a surpris et les enfants ont perdu leur repère pour trouver leurs dessins animés. Sachez-le, c'est moche. Gosse de riche, s'ils ont des iPhones. Oui, c'est clair. Monsieur, qu'est-ce qui manque selon toi? Qu'est-ce que tu aimerais voir apparaître en termes de fonctionnalités logicielles et par du hardware sur iOS 6 ou iOS 6.1 ou 7 demain? Moi, j'ai des désirs simples, Olivier. Mon objectif, c'est que l'iPhone remplace un maximum de produits chez moi et que je fasse tout avec mon iPhone. Voilà. Donc, je veux Maps qui marche pour mettre mon TomTom au rencard. C'est ce que je m'étais promis. Alors, attends, encore un petit peu. Ouais, tu achèterais la là, je suis reparti pour un tour et je suis un petit peu chagrin et un petit peu déçu. Et puis, ce que j'attends, c'est beaucoup de petites améliorations. J'en cite une. La fonction panoramique dans iOS 6, voilà. Ce qu'Apple aurait dû faire mieux que les autres, et en plus il avait la technologie, c'est nous donner la possibilité de sauvegarder, je l'ai déjà dit, les panoramas sous forme de films, de fichiers indépendants. Là, on l'a qu'en JPEG, un panorama en JPEG, ça sert à rien sur nos écrans d'ordinateur. En film, ça aurait été génial. Et ces petits détails qui font qu'en finale, le produit devient indispensable, je ne les vois plus apparaître chez Apple. C'est plutôt des petits détails à l'envers qui font qu'il y a des imperfections qui entre guillemets, me saoule au quotidien, comme dirait ma fille aînée. Donc, arrêtez de trop innover, arrêtez de nous faire des applis en plus, arrêtez de nous faire un deuxième photostream auquel je ne comprends rien, et simplement perfectionner les usages de base, photo, téléphone, et là, il y a encore plein de trucs à améliorer. Allez, dernier mot pour Rodrigo. Moi, c'est absolument évident ce qui manque sur iOS. On en a parlé quand on en avait parlé pour les enfants il y a longtemps. Vous vous souvenez, décembre dernier. Vas-y, avance. Le multi-utilisateur. Je trouve que c'est la plus grosse carence sur l'iPad. Tu peux n'avoir qu'un. Le mettre en mode enfant, par exemple. Comme ça, on est sûr qu'il va le mettre en mode enfant, par exemple. Oui, c'est d'avoir différents utilisateurs avec une icône simple dans lequel il y a un environnement safe pour quand tu le passes à ton gamin qui ne lise pas tes mails, regarde tes photos de cul, ou qui ne regarde pas les bouquins de Nietzsche que tu es en train de lire. Voilà, non, mais que tu aies différents environnements, quand tu le prêtes à tes potes, que tu laisses traîner dans la table du salon. On avait dit à l'époque qu'il y aurait probablement un iPad par membre de la famille. Vous avez tous rigolé, ben voilà, on en est arrivé là. Il n'empêche que je me retrouve régulièrement à prêter mon iPad à mes gamins ou à des amis, et ça manque. Et c'est pas beau à voir, croyez-moi. La corollaire de ça, on a parlé de la lourdeur d'iTunes, bon, ils l'ont mis à jour, etc., ça sort bientôt, mais la gestion de différents profils à partir d'un compte qui a acheté des applis, c'est absolument l'enfer. Moi, mon gamin, il a un iPhone, je sais pas comment lui mettre des applis, sauf à lui mettre les mêmes applis que j'ai acheté moi, parce qu'il peut pas s'inscrire. Voilà, c'est très très mal fait pour pouvoir gérer un parc d'iPad ou d'iPhone chez soi, donc de machine iOS. C'est très mal fait iTunes avec un seul compte. Et quand on a des devices, c'est très chiant qu'il n'y ait pas différents profils utilisateurs. Alors très vite, moi, avant de conclure, parce que Monsieur X doit y aller, moi ce qui manque, si ça vous intéresse de savoir ce qui manque, ce que j'aime bien dans le monde Android, c'est la possibilité d'activer facilement le Wi-Fi, les activations réseau, le Bluetooth, directement depuis le centre de notification, d'un seul clic sans passer par préférence les réglages général, Apple, etc. Je trouve ça assez pratique, c'est tout bête, via le système de notification, ce serait bien qu'Apple s'y intéresse. Monsieur X, vous restez avec nous ou vous devez y aller tout de suite? Un petit coup de cœur si je peux passer en premier et faire mon embêtant. Alors, on va passer au coup de cœur. Tant pis pour les questions Twitter, on n'a pas le choix, on les passera la semaine prochaine. Vous les ferez une fois que je suis parti. Voilà, place au coup de cœur. Alors, les coups de cœur, on commence par Monsieur X.
Parfait, ça m'arrange. Mon coup de cœur, il est tout simple. C'est la version 2 d'une appli pour le Mac, pour Mac OS X, que vous connaissez bien, qui s'appelle Skitch, et qui vous permet à la volée de retoucher vos photos, vos captures d'écran, faire des annotations sur un croquis et pouvoir renvoyer ça à vos contacts. Elle vient de sortir en version 2.0, et la version 2.0, qu'est-ce qu'elle apporte en plus ? Eh ben, elle apporte rien en plus, elle apporte en moins, mais ce moins est un plus. Je m'explique, ils ont complètement simplifié l'interface, elle est parfaitement simple à comprendre, intuitive et facile à utiliser, et Skitch est plus que jamais une application qui est totalement indispensable. Elle est maintenant, c'est peut-être son seul défaut parce qu'on n'a pas le choix, totalement intégrée avec la solution cloud de sa maison mère qui est Evernote. Mais si vous n'avez pas cette application, la version 2.0 de Skitch sortie il y a une semaine, c'est juste un must absolu. Merci Monsieur X et bon travail, bon courage. On se retrouve la semaine prochaine. À plus tard, merci à tous. Cédric, quel est ton coup de cœur ce soir ? C'est un jeu Bad Piggies, alors parce que ça y est, il est téléchargé, il est là, mais bizarrement il n'a pas l'air entièrement optimisé pour iOS 6. Enfin pour l'iPhone 5, pour l'iPhone 5 en tout cas. Oh, quelle tristesse. Bon écoutez, j'y joue un peu et puis je vous en reparle. Fanny, quel est ton coup de cœur ce soir ? Mon coup de cœur de la semaine, c'est ça. Alors c'est des Stickaz. Ce sont des petits stickers en forme de pixels qu'on colle au mur pour faire alors des Space Invaders, des Goldorak, tout ce que vous voulez. Ça se présente sous petite forme comme ça de pixels en autocollant. Ouais, c'est un peu comme le phénomène de ça reprend un peu les symboles Space Invaders. Ça s'inspire de ça. Voilà, exactement. Sauf que là, tu peux en mettre partout dans la maison. Dans les rues. D'accord. Voilà, donc c'est Stickaz. Non, ça va de 5 € un Space Invader justement de base à 30 €, toute une fresque pour refaire toute la chambre des enfants. Voilà. Et Rodrigo, le roi des coups de cœur, quoi de neuf ce soir ? Question, je suis très inquiet. Question coup de cœur. Moi, je vais vous donner 3 coups de cœur encore cette semaine. Je suis comme ça. D'abord, je vais faire du copinage parce qu'il le mérite, parce que c'est un champion. Ça t'arrive jamais de le faire, hein, comme la semaine dernière, il y a 15 jours. Parce que c'est un mec vachement bien et qu'il l'a fait tout seul avec sa femme et que c'est... c'est vraiment étonnant ce qu'il a réussi à faire et c'est super. C'est la conférence Le Web qui a lieu chaque année à Paris en décembre. Comme s'il avait besoin qu'on l'aide. Attends. C'est les 4, 5, 6... Il y a un lien à tout ce que je te raconte. Les 4, 5, 6 décembre prochains. Ça commence à partir de 300 € pour les étudiants ou les chômeurs et jusqu'à 1150 pour les startups. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'en 2 jours et demi, vous prenez une picouse de tout ce qui se passe dans le net mondial, tout le monde est là, et vous gagnez un temps fou si vous y allez pour comprendre ce qui se passe et rencontrer les vrais gens. Alors pourquoi je vous en parle ? Parce que le thème de cette année, c'est l'Internet des choses, c'est les objets connectés. Et donc mon coup de cœur, au-delà de la conférence, c'est ce sujet-là, c'est les objets connectés. Et moi aujourd'hui, je vais vous donner 2 sujets de boîtes rigolotes. Je ne donne pas les trucs, les tartes à la crème. On a tous une balance Wi-Fi dans sa salle de bain. En tout cas, moi, je suis mon poids depuis 2 ans. Non. Et il descend, et dans je suis libre. Tout va bien. C'est énorme. Et je suis, comme dirait Cédric Ingrand, dans la bande FM. Donc tout va bien. J'en suis presque sorti. Il y a un produit... Donc je répète, la bande FM va jusqu'à quoi ? 106, 107, c'est ça Cédric ? La bande FM, c'est jusqu'à 107 et ça commence à 87. Voilà, ça vous donne une idée du poids de Rodrigo. Bref, allons-y. Je peux mettre 88 aussi. Et il y a, donc, mon premier coup de cœur, c'était la conf de Loïc. La deuxième, c'est un objet, et je crois que les gens qui font ça vont venir parler. C'est vachement bien. C'est une serrure électronique pour votre porte. Ça s'appelle Lockitron. Que vous contrôlez avec votre smartphone, donc votre iPhone, votre Galaxy S3 si vous voulez, ou avec votre BlackBerry, mais vous pouvez automatiquement, si vous avez oublié de fermer la porte de chez vous, fermer la porte à distance et c'est super sécure, ça coûte à partir de $295. Et je trouve ça vachement bien de pouvoir tout contrôler chez soi à partir de son téléphone, tout que ce soit connecté et tout ça. Mais le vrai coup de cœur, c'est un projet qui est en cours de développement. La vidéo qui présente le projet est absolument extraordinaire. C'est d'une simplicité biblique. Et qu'est-ce que c'est bien ? C'est l'ampoule électrique Wi-Fi, connectée. Mais si. Non. Et ça s'appelle Lifex. C'est financé en ce moment sur cette plateforme de financement de start-up qui s'appelle Kickstarter.
Ils ont levé à ce jour, ou alors un commitment de 1 312 353 $. Il reste 48 jours sur ce projet. Il y a 8 834 personnes qui commandent ce produit. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette ampoule, suivant les ambiances, elle change de couleur. Elle économise, elle met plus. Ça fait, allez voir la vidéo, tellement c'est chouette. Qu'est-ce que c'est bien fait. Ça tombe bien, on va la diffuser. Non, c'est vraiment chouette. Et si le projet voit le jour, moi j'en achète plusieurs, tellement c'est bien, quoi. Tu veux dire plusieurs actions? J'achèterais plusieurs produits pour les mettre chez moi, dans mon salon, dans ma chambre, tout ça. C'est un peu comme Sonos, quoi. Sonos, vous reprenez le contrôle du son chez vous. Là, vous reprenez le contrôle de la lumière. C'est vraiment super. Alors, mon coup de cœur, moi, cette semaine, alors regardez bien, je suis devant, donc vous pouvez pas le voir, donc je vais me décaler. Oups, on va peut-être pas aller par là, alors je sais pas, non, par là, parce que le câble est trop court. Qu'est-ce qui est arrivé derrière moi? Regardez ce qui était au retour. Un truc pour caler ton armoire? Ouais, regardez, c'est un cube, c'est le célèbre cube, le brouillard Mac Cube. C'est dommage que Monsieur X ne soit pas là ce soir, parce que c'était une machine mythique, et je sais que Monsieur X, nous en avons longtemps. On en avait un tous les deux, donc cette machine est de retour, on l'avait prêtée au musée de l'informatique, là voilà, de retour, on est très content. Et elle servira de décor, elle fonctionne, on va la faire tourner. Et c'est une machine une forme un peu iconique au sein d'Apple. Il y a eu même un cube du temps de Next. Le cube a inspiré d'autres constructeurs, notamment un constructeur coréen. Son nom, c'est LG, pour justement un dock, une station Hi-Fi pour iPod. Ça s'appelle le cube, le LG ND8520. Alors, on a une vidéo, donc on va la passer en vidéo. Alors évidemment, sur le dessus, il y a un connecteur dock classique. Le Lighting, ça aurait été un peu compliqué de l'installer avant même qu'Apple le sorte. Par contre, le problème est simple parce qu'il est AirPlay, ce dock. Il est également Bluetooth, donc il y a toujours une solution pour connecter aussi bien un iPhone ou voire un téléphone d'une autre marque, puisqu'en Bluetooth, ça marche avec tout. Et une spéciale dédicace pour Cédric, lui, qui a en ce moment qui teste, c'est freudien, qui teste à la fois l'iPhone 5 et qui a en plus un Galaxy S3. Une nouvelle génération de dock avec deux prises, une pour l'iPad et l'iPhone, l'autre pour les téléphones Android. C'est toujours LG qui fait ça. Regardez, c'est le ND 5520. Il faut vraiment qu'ils arrêtent avec ces chiffres chez LG. Voilà, il est un peu moins original au niveau du look. J'aimais beaucoup le look façon Rubik's Cube du Cube, 80 watts. On essaiera de faire un test complet dans le prochain numéro d'iCreate, parce qu'on vient tout juste de le recevoir, mais ça a vraiment pas mal. Et à propos d'iCreate, si vous aimez, si vous voulez tout savoir sur iOS 6, les nouvelles fonctionnalités, et surtout maîtriser iOS 6, donc il faut acheter le dernier numéro. Tout est dedans. iOS 6 arrive, découvrez toutes les fonctions. C'est dans le dernier numéro avec Mountain Lion. En couverture, Fanny, je crois qu'on a une question Twitter qu'on a le temps de passer tout à l'heure. Oui, on a une petite question, parce qu'on a parlé beaucoup du Galaxy S3, etc., des problèmes d'interface et tout. Il y a eu un petit bug qui est passé cette semaine avec une faille, en fait, qui... Un petit bug, voilà. Mais voilà, donc résume la faille. Comment résumer? Oui, donc il y avait une faille qui fait que soit via un lien, soit en composant une certaine suite de chiffres, ça a reseté complètement le Galaxy S3, ouais. Voilà, et que sans demander le mot de passe ni rien, donc du coup ça pose problème. Là on avait une petite question de Johan Prada qui demandait: pensez-vous que la faille USD trouvée sur Android sera bénéfique à Apple et à l'iPhone 5? Alors j'ai la réponse quelque part, je vais dire non, parce que de toute façon Samsung en fait avait déjà fait une mise à jour sur cette faille, et donc si les mises à jour étaient mises automatiquement sur votre Galaxy S3, vous n'avez pas ce problème. Il y a d'ailleurs eu jusqu'à aujourd'hui aucun retour produit et aucune remontée négative sur la France. Donc pensez bien faire votre mise à jour, mais ça ne devrait pas poser de problème sur la France en tout cas. Cédric, ton opinion sur l'histoire de faille de sécurité et la possibilité comme ça via une ligne de commande d'effacer le téléphone, hein, Ou le mec qui te réinitialise ton locker à la piscine des Halles, parce que tu as oublié ton code. Et hop, il l'ouvre. Ouais, ou à l'époque, dans le complot mondial, on balançait une golden key sur les firewall checkpoints, et hop, et on passait à travers. Et en fait, j'ai réfléchi, et je me suis rappelé la dernière fois où j'ai perdu un téléphone, c'était il y a 1 an. Et en fait, il y a quand même quelque chose qui a changé dans le rapport qu'on a à nos téléphones. Non, pas tant que ça, parce que
le premier truc que tu te dis, c'est oh là là, qu'est-ce que j'ai perdu? Et après, tu te dis, mais j'ai rien perdu en fait. Toute ma musique, elle est sur Spotify, mes photos, elles sont backupées en temps réel sur Google Plus ou sur Dropbox, mes contacts, ce sont que des trucs synchronisés par Gmail et Exchange. Qu'est-ce qu'il y a comme données natives sur le téléphone que j'ai perdu? Rien ou vraiment pas grand-chose, quoi. Peut-être 2-3 fichiers médias que j'ai copiés dessus, quelques podcasts, enfin rien d'irremplaçable. Donc en fait, c'est moins grave de se faire wiper son téléphone que de se le faire voler. Parce que c'est un reset qui peut d'ailleurs être salutaire, ça vous pouvez gagner un peu en performance en retirant toutes les applis que vous n'utilisiez pas. Donc voilà, maintenant oui, c'est vrai que en termes de sécurité, c'est pas génial, même si de fait l'impact est finalement assez limité parce que ça marche que sur les Galaxy S3 d'AT&T aux États-Unis, mais ça marche aussi sur toute une série de plus vieux combinés ou de combinés entrée de gamme. Faut faire les mises à jour et puis voilà quoi. Ouais. En tout cas, il est évident que si cette mésaventure était arrivée à Apple, on aurait beaucoup parlé, ça aurait beaucoup plus moussé dans les médias, beaucoup plus fait une caisse de résonance, comme quoi on montre qu'Apple fait vendre beaucoup plus, même que Samsung, en tout cas, intéresse plus la presse aujourd'hui que la concurrence. Mais peut-être un jour, ça va s'inverser. Voilà, merci messieurs, dames, d'avoir participé à ce 112e numéro déjà d'On refait le Mac. Vous retrouvez Cédric dès samedi sur LCI. À quelle heure exactement pour plein écran, bien sûr. 14h10 samedi sur plein écran. Nous y parlerons de ce qui se passait à San Francisco la semaine dernière, la conférence Dreamforce, c'est-à-dire de toute l'informatique dans le cloud, de la social enterprise, etc. C'était vachement impressionnant, 95 000 personnes, bel événement. Et puis avec des vraies belles démos sur, tu vas voir le réseau social que tu auras, enfin pas chez nous, mais sur l'écran qu'il y a dans l'appui-tête du passager devant toi sur Virgin Atlantic par exemple. Enfin, il y a des trucs vachement intéressant. Bon, rendez-vous donc samedi 14h10 sur LCI. Fanny, vous la retrouvez bien sûr sur Twitter, Fanny's Party, @Fanny'sParty, mais également lors des soirées Fanny Party. Ah là, j'y arriverai pas. Les Fanny's Party, voilà, je vais y arriver un jour. La prochaine, tu as déjà la date ou pas? C'est le 27 novembre, la prochaine pour Mixte, et il y en aura une spéciale fille le 10 décembre. On va venir alors pour la spéciale fille, avec grand plaisir, si on peut. Merci Fanny, donc rendez-vous la semaine prochaine. Et Cédric et Rodrigo, vous le retrouvez chaque semaine, tout comme Monsieur X qui est déjà parti, et également sur son Twitter @Rodrigo. Voilà. Pour continuer sur le cloud, on parlait Cédric, et sur le copinage. Moi, mon pote Om Malik, qui est probablement le meilleur journaliste de la Silicon Valley, fait une conférence depuis 6 ans qui s'appelle Structure, et il parle de tout ce qui fait les fondations du web et toute la partie cloud computing. Et il fait une conférence à Amsterdam les 16 et 17 octobre prochains, ça s'appelle Structure Europe. Et si vous avez la chance d'y aller, allez-y, parce que c'est souvent de très très haute qualité. Et c'est vraiment là où il y a tout le monde qui fait le cloud en ce moment. Bien. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Vous savez, on le fait que c'est tous les week-ends sur YouTube, sur Dailymotion, sur Watt, sur Vimeo et sur iTunes. N'hésitez pas, il faut vous connecter ou sur refaitlemac.com. Voilà, merci messieurs, dames, et à la semaine prochaine.